Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Monichim et aujourd'hui nous sommes avec Stéphane Truffem, consultant en marketing digital B2B. Salut Stéphane, tu vas bien? Salut, très bien. Et toi? Ça va, très bien. Bon, Merci cool. beaucoup d'être venu sur ce podcast. Je t'en prie, merci de m'accueillir. Yes. Stéphane, je te laisse te présenter auprès de l'audience. Ouais. Bon, rapidement, moi je suis un vieux de la vieille du marketing digital, puisque j'ai plongé dans la marmite en 97. Donc j'ai pris la vague très très tôt. J'étais au Canada suite à mes études, j'ai découvert Internet là-bas et puis j'ai plongé, voilà, tête première dedans. Je me suis intéressé essentiellement au contenu parce que j'avais eu cette intuition que le marketing digital allait se reposer beaucoup sur le contenu. Donc on parlait pas encore de content marketing à l'époque, mais dans tous les cas c'était déjà les prémices. Et puis j'ai accompagné les premiers acteurs dans le domaine de l'IT B2B sur ces dimensions de contenu. Puis l'activité a vite grossi, j'ai fondé des agences, enfin notamment une agence marketing digital pure player B2B en 2000, que j'ai revendue en 2015. Et puis depuis, je suis revenu aux sources, donc je suis solo à nouveau et j'accompagne des clients sur des programmes de mentoring, axés sur des enjeux de génération de leads et de content marketing, d'inbound marketing. Mhm. Ok. Donc Stéphane, quand on avait discuté la première fois, on avait parlé un petit peu de CRO. Est-ce que tu pourrais définir ta vision de ce terme pour l'audience? Ouais, écoute, c'est très simple, Quand on va parler de CRO, on va parler de conversion web. Donc globalement, il y a deux grandes activités. Si je devais simplifier le schéma, première activité, c'est attirer de l'audience vers ces dispositifs web, donc notamment son site web, son blog, son site e-commerce, enfin peu importe. Donc attirer de l'audience, puis ensuite transformer une partie de l'audience. Donc on va bien parler d'un taux de conversion, d'un taux de transformation. Donc convertir une partie de l'audience en lead ou en client. Et donc toutes les activités de CRO, donc Conversion Rate Optimization, visent justement à optimiser ce fameux taux de conversion. Ouais, d'accord. C'est marrant parce que il y a beaucoup d'entreprises B2B, j'ai l'impression, qui sont très focus sur on fait un site, on fait du trafic, mais qui parlent pas forcément trop de CRO, de CRO. Ouais. Pourquoi selon toi? Parce que c'est une discipline qui est peut-être un petit peu moins évidente à comprendre, qui comment dirais-je, qui est plus, qui est peut-être un petit peu plus finalement difficile à aborder, qui demande probablement un petit peu plus d'agilité encore que la génération de trafic, qui est peut-être aussi un petit peu moins concrète. Quand on n'a pas forcément toutes les datas à disposition. Donc voilà, donc je pense que c'est... Et puis c'est je dirais, c'est une deuxième étape. D'abord, on va chercher à tirer du trafic, ensuite on va tenter de le convertir. Donc c'est vrai que pour moi, le focus est quand même aujourd'hui beaucoup plus sur la génération de trafic et un peu moins sur la conversion, et c'est quand même bien dommage parce que si sa conversion est pas bonne, si son taux de conversion est pas bon, on perd beaucoup en efficacité, puisque finalement on fait venir du trafic qui convertira pas, qui va repartir, et donc on reste sur des métriques un peu comment dirais-je, qui font plaisir. Tiens, ce mois-ci j'ai eu 10 000, 100 000, 200 000 visiteurs sur mon site web. Mais l'impact sur le chiffre d'affaires n'est pas forcément là, et donc c'est bien dommage. Ouais, carrément. Du coup, comment on calcule le CRO sur un funnel? C'est très simplement, on va comptabiliser le nombre de visiteurs ou d'utilisateurs qui arrivent sur une période donnée, qui arrivent sur son site web, son dispositif web, et le nombre de personnes qu'on aura converties, donc le nombre de leads qu'on aura générés. Alors bien évidemment, il faut un petit peu nettoyer, si c'est des demandes, je sais pas quoi, d'embauche par exemple, ou je sais pas, des journalistes qui s'adressent à des RP.
bon, il faut bien évidemment ne pas comptabiliser ce type de demande, mais tout le reste, hein, qui peut rentrer dans un fameux parcours de décision, un parcours d'achat, on peut le comptabiliser et donc on obtient un taux de conversion. Alors on peut le faire de manière macro, hein, pour tout son site web, son blog, ou de le faire au niveau, je dirais plus micro, au niveau d'une landing page par exemple, hein, donc une landing, d'inscription par exemple à un événement ou de téléchargement d'un livre blanc, d'un e-book. On va pouvoir, là aussi calculer le taux de conversion de cette, landing page. D'accord. On va prendre un cas, un exemple. Ouais. Prenons le cas d'une entreprise qui a un site web, qui a fait des initiatives pour attirer du trafic et qui aimerait bien faire du crawl. Quelle méthodologie, quel ensemble d'étapes tu leur recommanderais pour bien procéder? Ouais. Alors c'est assez simple. La première chose à faire, c'est justement calculer ce fameux taux de conversion pour avoir tout simplement une métrique de départ, hein. Tiens, est-ce qu'on est à moins d'1%? Est-ce qu'on est à 1%? Est-ce qu'on est à 3%? Et puis ensuite, on va se chercher finalement à s'assigner quelques objectifs. On va se dire, tiens, allez, aujourd'hui on est à 1 point, 1,5, on va tenter de passer à 3%. Voilà. Donc ensuite, on va pouvoir passer en revue toutes les pages qui ont pour vocation à transformer, page ou call to action, hein. Donc par exemple, hein, une inscription à une newsletter, ça a une vocation à transformer un simple visiteur en abonné. Donc là, on va récupérer des coordonnées, une adresse mail, pourquoi pas le nom, le prénom, etc. Bon, comme je disais, hein, des pages d'inscription, des landing pages, etc. Donc il faut identifier toutes ces pages-là. Il faut voir si finalement on propose aussi suffisamment d'actions qui va inciter ou de contenus qui vont inciter les visiteurs à se transformer, à se dévoiler. Si c'est pas le cas, il va falloir commencer à créer du contenu, alors du contenu premium, hein, qui vont être des webinars, des livres blancs, enfin des outils, on peut imaginer plein de choses, et donc proposer ensuite des formulaires qui vont donner accès à ces fameux contenus. Voilà, déjà, c'est le premier moyen d'augmenter son taux de conversion. Et après, on va rentrer dans des logiques d'optimisation. C'est-à-dire que là, on va pouvoir prendre, par exemple, une landing page pour le téléchargement d'un e-book et se dire, tiens, aujourd'hui, ma landing page convertit à hauteur de 5%. Comment je peux faire en sorte pour qu'elle convertisse à hauteur de 15%? Et là, c'est assez simple. On va émettre des hypothèses. Tiens, c'est peut-être, j'en sais rien, moi, le titre de ma landing qui est pas bon. C'est peut-être la description, la proposition de valeur autour de mon e-book qui est pas bon. C'est peut-être tout simplement mon e-book qui est pas pertinent par rapport à l'audience que j'ai ciblée et que j'ai fait venir sur ma landing. Ça peut être, j'en sais rien, moi, l'emplacement, la couleur du bouton du call to action. Enfin, il y a énormément de variables, hein, qui vont rentrer en jeu, qui vont effectivement finalement avoir une incidence sur la transformation. Et donc il faut les étudier. On va ensuite se dire tiens, il y a des hypothèses qui vont émerger. On se dit tiens, là, finalement en relisant la proposition de valeur, je m'aperçois qu'elle est trop faible. Ça peut être une hypothèse. Donc, on va coucher comme ça plusieurs hypothèses, et ensuite on va ranker les hypothèses en fonction de un peu ses croyances, en fonction de la difficulté à les mettre en œuvre. Donc bien évidemment, on va plutôt tenter de choisir des hypothèses qui peuvent être faciles à mettre en œuvre pour déjà voir si elles ont un effet positif. Voilà, donc on va comme ça pouvoir coucher quelques hypothèses, les ranker, et ensuite on commence par travailler l'hypothèse qui a eu le meilleur ranking, et puis on voit si effectivement elle produit les effets escomptés, et puis si elle ne produit pas les effets escomptés, on passe à l'hypothèse numéro 2, puis à l'hypothèse numéro 3, etc. Voilà. D'accord. Donc d'expérience, parce que tu as dû faire beaucoup d'expérimentation, est-ce que tu as remarqué les tendances sur les plus gros points de levier, c'est-à-dire sur les points sur lesquels souvent si on agit sur ce point-là ou ce point-là, ça va souvent donner des bons résultats?
Bon, souvent, c'est la proposition de valeur hein, qui est un peu défectueuse. Trop souvent, chez mes clients, je vois par exemple des propositions de valeur qui sont du type télécharger notre nouveau livre blanc. Voilà, ça, c'est typiquement, ce sont des Ouais, propositions de valeur qui sont absolument nullissimes parce que ben, moi, je suis client potentiel ou quelqu'un de, voilà, un lead potentiel. Euh, Notre nouveau livre blanc, j'en ai un peu rien à faire en fait qu'il soit nouveau. Moi, ce que je veux ouais, savoir, c'est est-ce que je dois me donner la peine de télécharger ce livre blanc? Qu'est-ce qui va m'apporter? Voilà. ouais, c'est Donc ça. très 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 souvent, c'est ce type. Alors là, je grossis un peu le trait. Hein, on est vraiment au summum de ce Ouais, qu'il faut pas faire, mais très souvent, on part un peu. On a des propositions de valeur qui sont un peu orientées, enfin qui partent un peu de l'entreprise plutôt que de partir véritablement du bénéfice et du centre d'intérêt de nos audiences. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de, enfin, finalement de pas si compliqué que ça, parce que bah, c'est des reformulations. Alors on va parler un peu de copywriting, on va parler aussi de persona. Tout ça, ce sont des actions, des activités connexes hein, au CRO et qui, bien évidemment, ont beaucoup d'impact sur le taux de conversion. Mais dans tous les cas, voilà, si on s'intéresse au point de douleur finalement de ces personas, on va pouvoir bah, trouver des formulations pouvoir finalement bah, copyrighter sa proposition de valeur de manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus engageante. Voilà. Donc ça, c'est premier point, je dirais. Après, il y a pas mal de notions aussi autour de la distraction, autour finalement de la facilité d'utilisation, de la facilité aussi des landing pages. Voilà, donc ça aussi, c'est des choses. Bon, très souvent, les entreprises se disent, bah tiens, j'ai un premier call to action, puis si ça marche pas, j'en mets un deuxième, et puis si ça marche pas, j'en mets un troisième. Donc classique, ça ouais. donne, bah tiens, télécharge ce livre blanc, et puis finalement inscris-toi à notre newsletter, et puis tiens, on a un événement ou un webinar, donc bah, profites-en. Et puis voilà, et puis du coup, en se faisant, on pense bien faire parce qu'on se dit, bah, tiens, on va proposer plusieurs choses et donc les gens vont pouvoir un petit peu faire leur choix, leur shopping. Et en fait, en se faisant, on dilue l'attention. Alors, Ouais, on sait plus vraiment, bah, tiens, qu'est-ce qui est fait pour moi, qu'est-ce qu'on me propose, et ouais, du coup, bah, ça fait beaucoup de distractions, puis on s'en va. Voilà. ouais, Donc c'est les bien deux, sûr. je dirais, les deux gros défauts aujourd'hui que je vois le plus souvent. La proposition de valeur qui est pas suffisamment bien, comment dirais-je, bien agencée, bien copyrightée. Et puis bah, très souvent, voilà, l'idée de se dire, bah, tiens, on va proposer plein de choses en espérant que il y en a Ouais, que les gens y quelques-uns vont qui, vendre. voilà, qui mordent Ouais. et qui s'inscrivent ou qui téléchargent. Voilà. Ouais, le problème, c'est le paradoxe du choix. C'est que si on est dans un supermarché qui a 150 dentifrices différents, on est là, on s'arrête et on sait pas quoi faire. Ouais, Alors qu'au final, si on a ouais, juste un seul choix, qui est ouais. pertinent évidemment, Ouais, on a plus de chances de le ouais, faire. ouais, et puis c'est d'autant plus vrai sur le web où bah, finalement on a un taux d'attention qui est enfin, que moi j'estime de quelques secondes quoi. Quelques On secondes, a, ouais. on a, on a 2, 3 secondes pour se dire bah tiens oui ça c'est fait pour moi et donc je vais passer à l'action ou Mhm. sinon bah sinon, je passe à autre chose quoi hein, tout simplement. Donc Ouais, voilà, donc carrément. plus on a une proposition de valeur qui est forte et qui est unique, et plus c'est clair, plus c'est facile pour l'interlocuteur. Il se dit, bah, tiens, ça m'intéresse, ok, j'y vais, ça m'intéresse pas, je continue finalement à naviguer dans le site à la recherche de quelque chose d'autre, mais dans tous les cas, on pollue pas finalement son choix et donc sa décision. Et par rapport à ces 5 secondes, bah, il y a un test, je crois que c'est le test des 5 secondes, hein. C'est on prend 5 ou 10 personnes, on leur montre la landing ou le haut de la home pendant 5 secondes, et après 5 secondes, on lui dit ok, t'as vu quoi, t'as compris quoi, qu'est-ce qu'ils vendent, et pourquoi je devrais acheter chez eux. Et en général, les gens, ils ont dit non, mais ils n'ont pas eu le temps de comprendre. Ouais, Parce que bah, ouais, on comprend rien au texte, il y en a trop, etc. ouais. Non, mais c'est exactement l'exercice qu'il faut faire. Hein. De toutes les manières, c'est ce que je dis la plupart du temps à mes clients.
mettez-vous dans les baskets de votre audience, mettez-vous dans les baskets de vos clients, de vos leads, et tentez d'avoir un regard complètement neuf, comme si vous étiez effectivement un potentiel client de votre propre société. Et là, on change de braquet, parce que finalement, on se dit, oui, on parle de nous plutôt que de parler de nos clients. On offre une expérience finalement qui est très égocentrique, et donc on arrive comme ça à corriger et à optimiser les choses. Ouais. Voilà. Ou bien on a un discours qui est... Oui. Ouais, pardon. Après, il y a une troisième chose aussi, qui est le contexte, qui est très important aussi pour le CRO. Bon, après, il y a plein d'autres petits détails qui vont effectivement permettre d'optimiser à la marge. Mais je dirais que si on fait la simplicité, donc éviter la distraction, qu'on a une belle proposition de valeur et qu'on a un bon contexte, a priori, on a déjà fait 70% de la démarche, 70%, 80% de la démarche pro. Alors le contexte, il est très simple. Il peut être soit par rapport à une audience qui est mal ciblée, soit par rapport à un niveau de maturité, là aussi qui est mal ciblé. Proposer par exemple, j'en sais rien moi, des contenus type description des fonctionnalités à des gens qui démarrent un parcours de décision. Bon, on voit que le contexte il est pas bon, parce que la personne qui démarre elle va pas encore s'intéresser véritablement à je sais pas quoi, si on parle d'une solution logicielle, aux différentes fonctionnalités de la solution. Donc là aussi, très 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 important, en fonction de la nature du contenu, de bien viser l'audience dans un contexte qui est favorable, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. En fait, c'est du bon sens. Du bon sens pas très commun. C'est carrément du bon sens, ouais. C'est carrément du bon sens. Et c'est des choses, enfin, j'ai une petite anecdote que je montre souvent à mes clients ou lors d'événements ou lors de mes formations. C'est que j'avais une landing page, j'avais un blog quand j'avais revendu mon agence qui était sous le nom de Stéphane Truffem, et puis quand je me suis relancé sous la marque Captain Marketing, j'avais remplacé ce blog par une simple landing pour inviter les quelques curieux qui venaient sur mon nom de domaine, donc les inviter à s'inscrire à ma newsletter. Et cette landing était quasi identique à la homepage de mon site web, de mon site Captain Marketing, et pourtant elle convertissait de manière plutôt très mauvaise, puisque j'étais à moins de 3% de taux de conversion sur cette landing, qui me servait à inciter l'audience, les visiteurs à s'abonner à ma newsletter. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit c'est quand même assez étonnant, parce que le copywriting était quasiment le même, les couleurs étaient les mêmes, le design était quasi équivalent. Il y avait donc ma homepage qui convertissait plutôt bien, et cette landing qui convertissait très mal. Et finalement, voilà, réflexion, je me suis dit qu'est-ce que les gens, finalement, comment ils font? Donc ils vont chercher Stéphane Truffem dans Google, ils tombent sur le lien, ils cliquent, ils arrivent sur ma landing. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Une page bleue, un formulaire, une proposition de valeur qui les incitait à s'inscrire. Mais je me suis dit, finalement, peut-être que si les gens cherchent Stéphane Truffem, c'est peut-être qu'ils ont envie aussi de voir de l'humain, de voir tout simplement ma gueule. Voilà. Donc c'était une des hypothèses que j'avais listées. Et comme elle était finalement très simple à résoudre, je me suis pris en photo, je l'ai mis, je l'ai placardé sur la landing. Je me suis dit, tiens, je vais tester je vais tester cette première hypothèse. Et je suis passé, mais du jour au lendemain, je suis passé de 3% à plus de 30% de conversion. Voilà, comme quoi, juste en mettant une photo. Des fois, un simple petit changement comme ça peut avoir des impacts phénoménaux sur la conversion. Waouh. Ouais, c'est incroyable. Voilà, donc ça, c'est un contexte. On voit que c'est un contexte de quelque part de navigation. On se dit, tiens, c'est cette audience-là, qu'est-ce qu'elle a fait finalement pour arriver sur ma landing, et pourquoi elle cherche justement à arriver sur ma landing. Et ça peut être aussi très éclairant en termes de proposition de valeur à leur proposer. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ça, en fait, pour arriver à cette conclusion-là, c'est pas en mettant un outil de eye tracking ou même en recordant les sessions, en voyant ce que les gens font,
que tu vas arriver à l'hypothèse, zut, ah ouais, peut-être qu'ils veulent voir ma tête en fait. Non. Donc c'est là qu'on voit la limite des outils qui peuvent certes aider et donner lieu à des hypothèses intéressantes, mais des fois c'est vraiment la pure réflexion au final. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est comme ça qu'il faut commencer. Après, effectivement, quand on commence à se dire, ben ça y est, je suis passé de 3 à 30%, bon, on voit que on parle plus de la même, voilà, on n'est plus dans la même dimension. Après, c'est certain que passer, alors ça en plus, c'est pas forcément très dur, hein, passer d'un taux de conversion assez bas à un taux de conversion qui commence déjà à être très intéressant. On voit que certaines optimisations comme ça rapides peuvent produire de très bons résultats. Après, c'est certain que si tu as envie de passer de 30 à 33, 34, 35, bon, là, il y a probablement des outils, il y a de l'A/B testing, du test multivarié, etc. à mettre voilà, en œuvre. Mais dans un premier temps, déjà se dire, bah tiens, est-ce que j'ai les bonnes propositions d'action, hein, sur mon site? Est-ce qu'elles sont en suffisamment grand nombre? Est-ce qu'elles sont suffisamment claires? Est-ce que les propositions de valeur sont bonnes? Est-ce que mes landings sont suffisamment finalement attrayantes, simples d'utilisation? Ma proposition, comme je disais, de valeur, est-ce qu'elle est suffisamment pertinente et qu'elle donne envie? Et puis, est-ce que mon trafic est le bon trafic? Et là, déjà, si on se pose ces questions, on multiplie, mais de manière ultra simple, par 2, par 3, par des fois beaucoup plus, son taux de conversion, quoi. Wow. Ouais, super intéressant. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait après? Quelles sont tes préconisations une fois qu'on a commencé à mettre en place ce programme de CRO et qu'on a commencé à faire des outils, qu'est-ce que tu conseilles? Bah, alors, enfin, déjà, l'importance du CRO, c'est se dire, voilà, finalement, c'est aussi une preuve d'expérience client. Plus les clients convertissent, c'est-à-dire que plus ils se sentent à l'aise, plus ils trouvent ce qu'on leur propose intéressant, et donc c'est quand même un très 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 bon indicateur de la pertinence finalement de ce qu'on propose, hein, de la valeur de ce qu'on propose et de l'expérience client qu'on propose. Donc ça, c'est première chose. C'est vrai que on peut augmenter son trafic si c'est un trafic qui revient jamais. Bon, voilà, à coût de dizaines de milliers d'euros en publicité, on va nécessairement l'augmenter. Alors bon, maintenant ça sert pas à grand chose. Donc ça, c'est déjà un premier point qui est vraiment très très important. Après, on a généré du lead, on va rentrer dans des logiques de nurturing. Enfin, là, on va déployer finalement de l'inbound marketing et du marketing automation. Donc, en fonction de la nature du lead, en fonction du sujet auquel il s'est intéressé, en fonction aussi de la nature du contenu, hein. Je parlais tout à l'heure d'un contexte avec des contenus finalement très proches d'un achat ou au contraire très top of the funnel, hein, donc très démarrage d'un parcours de décision. C'est certain que quelqu'un qui vient s'inscrire à un webinar qui est très pédagogique, très haut voilà, qu'est-ce que c'est que l'inbound marketing? Si derrière tu l'appelles et tu dis voilà, Coco vient m'acheter ma presta inbound marketing, ça marchera pas parce qu'il a peut-être pas encore complètement compris à quoi ça servait, comment le déployer, etc. Donc là aussi, on voit qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être ce qu'on appelle nurturées, c'est un terme qui est pas très très joli, mais donc qui vont avoir besoin de mûrir finalement leur décision et d'avancer dans leur parcours de décision. Donc c'est aussi la raison pour laquelle il faut déployer du marketing automation qui te donne finalement l'agilité suffisante pour ensuite traiter tes leads de la meilleure manière possible. Ouais. Voilà. Et là, on est sur des sujets qui sont un petit peu différents du CRO, quoi. Après, c'est des sujets d'automatisation, c'est des sujets d'inbound marketing, c'est des sujets également de rapprochement entre le marketing et les ventes, etc., etc., quoi. Est-ce qu'il y a un marketeur ou des événements ou des ressources que tu conseilles de suivre? Alors, tiens, je vais faire un petit peu ma promo, hein. J'ai récemment sorti un e-book sur le CRO où donc je détaille absolument toutes finalement les techniques pour s'onboarder et commencer à faire du CRO de manière efficace. Donc là, vous allez sur mon site web, dans les ressources, vous verrez les e-books. Okay. Donc c'est un e-book, alors il est payant, c'est ça doit être 13 ou 17 euros, je sais plus quel prix je l'ai mis, mais bon, enfin voilà, il est complètement accessible.
Après, bon, sinon, enfin, moi, mes sources d'inspiration, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits jeunes gros hackers parce que ils sont un petit peu à la pointe finalement de ce qu'on peut faire en termes de marketing digital. Donc des gens comme Germinal, comme Scalesia, comme les petits gars Maubège de Lemlist, etc. C'est que des gens pour moi, qu'il faut suivre. Alors, tout n'est pas forcément applicable tel que eux se l'appliquent, parce que, bon, voilà, une start-up qui vient de naître, c'est une page blanche, donc c'est plus facile que quand on s'appelle Saint-Gobain ou je sais pas quoi, et qu'on a tout un historique et une organisation qui est pas forcément aussi agile que celle d'une toute petite structure qui démarre. Mais dans tous les cas, c'est intéressant parce que c'est quand même, voilà, c'est quand même de l'inspiration et des choses très, très actionnables que j'aime bien. Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui, hein. Il suffisait d'aller sur LinkedIn, de creuser un peu, et puis on les trouve rapidement. C'est souvent des gens qui font quand même pas mal de trafic aussi, pas mal de visibilité sur LinkedIn, donc voilà. Après, bon, quelques lectures aussi, hein, qui sont toujours importantes, donc des livres blancs, des webinars. Enfin, il y a énormément de sources aujourd'hui d'inspiration. Et puis surtout, 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 il faut faire, quoi. Il faut mettre Ouais, les mains dans le cambouis, la base. et se dire, bah, si on répète tout le temps la même chose, hein, à un moment donné, on peut qu'escompter des résultats en baisse, hein. Je dis ça souvent, par exemple, pour les emailing, hein, où je vois pas mal de mes clients qui reproduisent tout le temps, tout le temps, tout le temps le même type, finalement, de communication par email. Euh, Ben, ok, vous êtes à 25% de taux d'ouverture ou 20% aujourd'hui, ben demain vous serez à 15, parce que Ouais, voilà, parce que ça se renouvelle pas, parce que bien sûr. donc il faut, et c'est là probablement pour des structures déjà un petit peu plus établies que des startups qui viennent de naître. C'est tenter de trouver de l'agilité, et ça, ben, voilà, il faut mettre maintenant le cambouis, quoi. Il y a pas mieux, Ouais, il y a pas mieux. carrément. Et pour conclure, si tu devais donner un conseil à toi-même il y a un an pour devenir un meilleur marketeur aujourd'hui, ce serait quoi? Je pense que je te ferai un petit peu le même type de réponse que ce que je viens de faire, de tester, 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 tester tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de tout le temps se remettre en question, voilà, de chercher tout le temps à optimiser finalement sa démarche. Alors, il y a des choses qui fonctionnent, qu'on va pouvoir, bon, sur lesquelles on va pouvoir surfer un certain temps, mais bon, malgré tout, tenter chaque fois de nouvelles choses, et de ne pas avoir peur de sortir un peu du cadre, de sortir aussi un peu de sa zone de confort. Je pense que c'est un très, très, très bon moyen de progresser. Alors, il y a des fois où bah, on se plante, mais c'est Ouais, aussi les plantages qui sont des très bons indicateurs. C'est de se dire, bah, c'est tiens, sûr. voilà, bah, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Et finalement, bah, on en tire des enseignements qui sont souvent d'ailleurs aussi importants que par le positif, hein, donc que des actions qui ont fonctionné, quoi. Hmm, Donc carrément. agilité, 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 ouais, je pense que c'est maître mot aujourd'hui quand on parle de marketing, tout simplement, ouais. Hmm, ouais, excellent. Comment ça se passe si l'audience veut se connecter à toi, Stéphane? Bah écoute, LinkedIn, tout simplement, donc Mhm. Stéphane Truffem, c'est pas très compliqué. Ok, je mettrai le Sinon, lien. sinon ma newsletter captainmarketing.io, donc c'est mon site web, et vous Ouais, verrez un call to action en haut voilà, de la home page pour s'abonner à ma, ouais, ma newsletter. Et ok. puis j'essaye. Alors j'ai eu 6 mois un peu difficiles là, ces 6 derniers mois, parce que bon, pour des raisons perso, j'étais un peu moins actif en termes de webinars et de présence sur LinkedIn. Mais sinon, oui, normalement, j'anime pas mal de webinars et de AMA. Donc les AMA, Mhm. Ask Me Anything, donc j'invite Mhm. une personnalité, et ce sont les participants qui posent des questions, tout simplement. Donc c'est sans slide, et
Voilà, donc là aussi on peut me retrouver sur ces webinars et s'inscrire l'ambiance est bonne. Ok, ok. Stéphane, merci beaucoup d'avoir Bah, c'est apporté moi. tous ces contenus, c'était Compris. super. Bon, je te dis à bientôt du coup. À bientôt, à plus.